Et parlons un peu maintenant de développement d'un mouvement. J'ai l'impression que j'ai affaire à des experts ici. Alors, je vous demandais de regarder cela. Si c'est quelque chose que vous savez instinctivement, vous pouvez le noter comme une autre façon d'en parler. Hein. Alors, je vais commencer par parler des modèles de leadership. Alors, quand on discute avec toutes sortes de gens, toutes sortes de formations, voilà comment ça commence la conversation. Ce petit point au milieu, ça doit représenter un leader, un responsable, et souvent, ce qui arrive, et vous le savez mieux que n'importe qui, c'est que les hiérarchies font qu'il y a un leader et des disciples, entre guillemets, hein, des suiveurs. Et tous les suiveurs, ils vont voir le leader pour tout. Et le leader n'est plus capable de faire la multitude de choses. Enfin, combien d'entre vous vous êtes retrouvés dans cette situation? Vous êtes le leader et toutes les flèches sont dirigées vers vous. Bien. Alors, c'est là qu'on commence. Hein? Le leadership, c'est toujours comme ça. Les gens viennent nous voir. Et parfois, pour certains leaders, ou si on a un comité de leaders, on peut se retrouver à l'autre extrême. Et à l'autre extrême, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, il y a 5 leaders, un comité de circonscription, et chacun a décidé de faire à sa façon. Combien d'entre vous avez vécu ce genre de choses? Ah, oui, moi aussi. Ça aussi, c'est mon quotidien. Donc ça, c'est autre chose qu'on constate tous les jours lorsqu'on a des réunions de personnes qui veulent s'organiser. Alors, cette illustration, c'est quelque chose de bizarre qu'on a créé pour essayer d'illustrer ce qui nous semble être le meilleur modèle de leadership. Amener les gens à faire quelque chose et à connaître clairement leur rôle et leurs responsabilités. Alors, c'est le modèle du flocon de neige. Alors, combien d'entre vous avez entendu parler de ce modèle du flocon de neige? Alors, ce modèle, c'est un modèle où il y a un leader au milieu, hein, les hiérarchies, ça compte, important. Et ensuite, il y a entre 4 et 5 personnes qui le suivent, mais qui ont un rôle bien concret, des responsabilités, des attentes, et qui relèvent du principal organisateur. C'est l'organigramme typique, mais nous, on applique cela au niveau local. Et les 3 choses qui nous sont apparues les plus importantes pour créer ces structures, eh bien, c'est premièrement, la forme doit suivre la fonction. Donc, souvent, ce qui arrive, et personne ne va connaître cette anecdote, hein, parce que je suis sûre que ça ne vous est jamais arrivé. Mais quelque chose doit être fait dans une collectivité, ou dans un groupe, une communauté, et le groupe dit on veut adopter une réforme électorale au niveau national, mais surtout dans notre district. On veut s'organiser autour de la réforme électorale. Alors, qui va mener cet effort? Et celui qui parle toujours le plus fort lève la main en disant « je ferai cela ». La personne qui lève la main en premier, dans quelle proportion est-ce que c'est habituellement la bonne personne? Eh bien, mon expérience me dit que ça n'arrive pas souvent. Et c'est ce qu'on voit dans les politiques progressistes aux États-Unis, sûrement pas ici. C'est que ceux qui parlent le plus, ce sont ceux qui se sont nommés leaders au début du mouvement, au lieu de dire « bon, on va travailler ensemble ». Et chaque personne va occuper un rôle différent et à la fin, décidons de notre structure. Donc, on a été assez militant, si j'ose dire,
afin de nous assurer que la forme suit la fonction et avec l'activité des chapitres, ils élisent démocratiquement leurs dirigeants, mais on les entraîne en cours de route pour qu'ils se salissent la main un peu, pour être explicite et de dire qu'on ne va pas choisir le plus brillant. On va choisir plutôt la personne qui a accompli le plus de choses. Le deuxième rôle des équipes de quartier qu'on a dû apprendre à la dure, c'est que avoir des responsabilités claires et les rôles et les autres, c'est crucial. Souvent, nous, les progressistes, on est plus souples. On voit que le monde n'est pas noir ou blanc et il y a plus que nos amis et voisins conservateurs libéraux. On dit, bon, vous pouvez être celui qui s'occupe du recrutement ou bien des données. Alors, on va se fixer des objectifs et puis on va focaliser sur la tâche à accomplir. Là, cela n'a jamais marché d'après notre expérience et j'espère que je crois que c'est également la même expérience que vous avez eue. Parce que c'est crucial que le groupe s'asseye et pose la question de savoir qui va se responsabiliser pour les données et le recrutement et puis se fixer des paramètres et des objectifs. Et pourquoi? Et puis le troisième constat qu'on a trouvé, ce qui est crucial pour le modèle de proximité, c'est que la formation l'emporte sur tout. Et on en reparlera des différentes formes de formation que nous offrons. Mais c'est difficile d'avoir des bénévoles non payés, actifs et motivés dans un quartier jour après jour. Donc, à moins qu'il n'y ait quelque chose, et ça ne coûte pas si cher d'organiser des webinaires, on organise des webinaires et on peut offrir une formation en Excel. Une formation d'1 heure dans Excel, ça ne paraît pas de prime abord particulièrement attirant, mais les gens, en fait, sont tellement intéressés parce que ça ajoute la valeur à leur travail, en dehors de planifier le mariage de leur belle-fille. Donc, ça permet aux gens de continuer d'être formés. La dernière chose qu'on a constatée au niveau des équipes de proximité, c'est qu'il y a cette tentation au sein de ces équipes et dans ce modèle d'organisation, on est toujours tenté d'embaucher beaucoup de gens et de les installer localement, de les trouver localement, et cela, ça semble impossible de créer un modèle d'équipe pareil à travers le pays lorsqu'on voit le coût que cela peut engendrer et la difficulté à lever des fonds. Donc, perdre du personnel et de l'argent, ça permet de lâcher prise et ça permet également de relier les équipes de proximité. Donc, on a façonné cet outil qu'on appelle Connecter. Donc, si vous voulez copier-coller cela et pouvoir relier les bénévoles dans les 70 chapitres dont on a parlé plus tôt, eh bien, allez-y. Parce que nous croyons que lorsqu'on n'adopte pas la source ouverte pour cette technologie, chaque fois qu'on dépense $1 milliard sur une campagne ou sur un enjeu, là, c'est reculé. Donc, à moins que tout le monde ait accès à ce genre de technologie, et là, je vais un peu sortir du sujet pour en parler, parce que ça me met en rang. Regardez le Parti républicain, quel désastre! Et je crois que là où il se retrouve maintenant du côté républicain, ça s'explique. Mais l'une des raisons qui explique cela, la raison pour laquelle ils ont Donald Trump et Ted Cruz qui se détestent terriblement, ce qui
offusque vraiment l'establishment du parti, c'est qu'ils n'ont pas pu se parler au cours des 8 dernières années sur les enjeux. Ils ont surtout investi dans les médias payants et dans la publicité. Mais pour comprendre les gens ordinaires et pouvoir laisser les gens ordinaires exprimer leur opinion sur leur mouvement, en l'absence d'outils pareils de communication entre élections, eh bien, bonne chance. Donc, pour une dernière fois, je mets l'accent sur l'importance d'avoir des objectifs clairs et de lâcher prise au niveau des organisateurs. Est-ce que vous avez entendu parler des batailles à la Cour suprême des États-Unis? Oui. Donc, on est le groupe principal qui milite pour qu'on comble cette vacance à la Cour suprême. Et comme vous le savez, les républicains ont dit de façon tout à fait inattendue qu'ils ne vont pas faire leur travail et ils refusent donc de voter comme ils sont tenus de le faire en vertu de la Constitution américaine pour combler ce vide à la Cour suprême. Parce que c'est en fait l'un des pouvoirs aux États-Unis. Donc ça, c'est arrivé très subitement avec le décès du juge Scalia pendant une fin de semaine. Et les groupes progressistes aux États-Unis ont en fait ont été dépassés parce qu'on s'est dit, bon, on n'a pas livré ce genre de bataille depuis longtemps. Qui en a les ressources? Comment profiter des efforts de ces autres groupes, tels que le Centre pour le progrès américain? Mais vu qu'on n'avait pas livré ce genre de bataille, ça nous a pris du temps. Mais à l'OFA, vu qu'on avait des chapitres formés sur le terrain, travaillant sur des enjeux et prêts, on a pu décider d'une journée d'action une semaine après. Cette vacance a été déclarée et le sénateur Mitch McConnell a pu dire 1 heure après le décès du juge Scalia qu'il refusait de faire son travail et de voter. On a pu organiser une journée massive d'action et on a pu diriger la coalition à travers le pays pour réclamer dans les bureaux de district que ces sénateurs membres du comité des affaires judiciaires fassent leur travail. Donc, se fixer des objectifs clairs et lâcher les organisateurs, même si des fois c'est comme si on perdait le contrôle, pour nous, ça nous a permis d'être plus agiles et plus souples parce qu'ils seront là lorsqu'on aura besoin d'eux. Et nous organisons des séances de formation fréquentes pour assurer le contrôle de la qualité. Je ne laisserai jamais oublier cela. Alors, est-ce que vous pouvez deviner combien d'effectifs on a pour gérer ces groupes? Eh bien, des milliers d'effectifs, dit quelqu'un. Criez tout simplement. 5 membres d'effectifs, 20 effectifs, 50, dit quelqu'un. 100, 250, 1500. Oh, ça, ce serait vraiment le paradis. En fait, il y a un seul membre d'effectif. On a 3 personnes qui s'occupent de la formation à travers le pays, à partir de Chicago, mais c'est pas si coûteux. Et j'avoue, bon, je ne vais pas refuser le fait qu'on a hérité de beaucoup d'actifs et qu'on a eu l'investissement d'$1 milliard dans une campagne présidentielle. Mais ça, c'était il y a 4 ans. 20% de nos bénévoles chaque année sont des nouveaux venus dans le mouvement progressiste qui n'étaient pas là en 2008 ni en 2012. Ils sont arrivés à cause des enjeux, parce qu'ils avaient un enfant affecté par la loi sur l'accessibilité des soins de santé et ils voulaient aider à faire inscrire d'autres personnes où ils sont arrivés parce qu'ils ont avorté et ils voulaient s'assurer que les femmes aient le droit de choisir d'avorter. Donc, en se fixant des objectifs clairs et réalisables et puis en réexprimant nos succès, en gardant les gens branchés, connectés, et en ayant cet outil qui permet de couper et de coller, on a pu en fait mobiliser la nation avec un effectif et 3 membres responsables de la formation. Et ça nous a coûté à peu près 750 000 $ par an pour gérer ce volet de notre programme, ce qui n'est pas énorme, vu l'impact et vu ce que des organismes similaires dépensent
parce que ces organismes-là ne comptent pas sur les bénévoles. Le gros de notre budget est consacré au numérique et ça, c'est une autre conversation pour une autre journée.